Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser aux véhicules du futur. Alors, pourquoi le véhicule du futur? Eh bien, parce que nous sommes tous des conducteurs et on se demande bien quel sera le véhicule que l'on conduira ou que l'on ne conduira pas dans le futur. Et ensuite, ce thème, il est lié à une des filières secteurs de l'ESC Clermont. Vous savez que notre école a 3 filières secteurs, un sur le management du retail, l'autre sur l'économie du sport, qui s'appelle Passion Sport, et l'autre sur la mobilité durable. Et nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Roudier, notre directeur. Je la remercie d'avoir consacré du temps à cet événement du Club Excellence. Et je pense qu'elle va nous expliquer quelles sont ces filières et en particulier celle de la mobilité durable. Donc, Françoise, je te donne virtuellement le micro. Merci Jean-Pascal. Bonsoir à tous. J'ai fait défiler toutes les photos pour ceux qui ont leurs photos. J'ai reconnu plein de visages connus et amis. Voilà, c'est vraiment super de vous retrouver. Alors, je dirais que le sujet de la table ronde m'intéresse particulièrement et nous intéresse, nous, école, évidemment particulièrement. Comme tu l'as dit, Jean-Pascal, on a développé depuis, alors de manière un peu plus structurée depuis 3 ans des filières sectorielles. Dont une qui s'appelle Mobilité durable. Cette filière est donc pilotée par Florence Puiseux, qui est en ligne, qui s'exprimera sans doute tout à l'heure, puisque chaque filière a un professeur responsable de l'ensemble de la filière. Et la filière, pour nous, c'est en fait des filières transversales, c'est-à-dire des modules de spécialisation sont proposés aux étudiants, soit en programme bachelor, soit en programme master grande école, soit en programme MSI, soit un peu des trois, selon évidemment l'intérêt que ça peut avoir pour ces étudiants et la finalité professionnelle. Voilà, donc c'est une filière pour nous, c'est donc un engagement sur la durée, puisque on a des comités d'experts, on fait du développement, on fait de la R&D, quelque part pédagogique aussi. Et ces filières, en particulier les sectorielles, parce qu'il y en a 7 qui sont sur des métiers, donc il y en a 10 au total, n'ont de sens qu'en lien avec le monde professionnel, le monde des entreprises, les experts, enfin les acteurs qui évoluent dans ces domaines-là. Voilà, donc qu'il s'agisse évidemment d'entreprises du territoire auvergnat, et certains équipementiers sont largement représentés en Auvergne, sur le territoire français et évidemment aussi au plan international, puisqu'on a actuellement dans l'école depuis 2 ans à peu près un tiers d'étudiants internationaux de 60 nationalités qui, pour une partie d'entre eux, retournent travailler dans leur pays d'origine en étant diplômés de notre école. Pour d'autres, restent en France et inversement, des étudiants d'origine française vont travailler à l'étranger. En tout cas, cette dimension internationale est particulièrement importante. Voilà, donc en résumé, une filière, c'est en fait une orientation métier ou sectorielle forte et durable pour l'école. Et la filière mobilité durable, elle a trouvé sa source d'inspiration. Certains parmi vous ont suivi ces électifs ou spécialisations en leur temps quand ils étaient à l'école, sur le marketing automobile en particulier. Donc, on avait déjà une forme d'expérience dans ces enseignements, mais aussi un intérêt, une appétence forte, et qui, au fil des réflexions et des collaborations, notamment avec Sigma, qui est une école d'ingénieurs clermontoise, nous ont amenés sur le terrain de la mobilité durable, qui inclut évidemment des acteurs beaucoup plus larges, publics et privés, voilà, et puis qui englobe évidemment des enjeux environnementaux, des enjeux RSE qu'aujourd'hui toutes les entreprises évidemment ont en tête. Voilà, donc merci déjà de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis ravie de revoir plein de gens que je connais et d'autres que je connais un petit peu moins, mais je suis contente de les voir aussi. Et puis j'aime bien cette fertilisation croisée entre des diplômés, des gens de l'école qui voilà, portent le développement de l'école, des étudiants, et puis plus si affinité derrière, puisque j'imagine aussi que c'est notre objectif, que des étudiants pourront peut-être trouver des stages ou en tout cas avoir des conseils de la part de certains d'entre vous diplômés s'ils souhaitent évoluer dans le secteur de l'automobile ou de la mobilité. Voilà, donc merci à tous. Jean-Pascal, tu es figé sur mon écran. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Non, il est bien actif.
Ouais, Arnaud, je Oui, disais à Arnaud que c'est lui qui a inspiré cette table ronde et dont on le remercie d'avoir trouvé ce sujet. Et on aimerait qu'il nous présente un peu le programme de ce soir et notamment les participants et l'animateur. bien sûr. Donc, je vous remercie à toutes et à tous et bonsoir à ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Selval, je suis de la promotion 2010. J'ai toujours été passionné moi-même par l'automobile parce que je travaille moi-même dans le sport automobile en étant détaché par le ministère des Sports. Et l'idée, en fait, de cette table ronde organisée par le Club Excellence qui a pour thème le véhicule de demain, une voiture qui nous veut du bien. L'objectif vraiment de cette soirée, c'est de comprendre comment l'humain est pris en compte au sein de la recherche et développement pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, comme ce soir avec l'automobile. Donc, on aura 4 personnes qui vont être aux commandes de cette conférence et de cette table ronde ce soir. Donc, Marc Consu, qui est notre animateur, qui est diplômé de l'école de la promo 1981. Marc est associé chez Procadre International et il a été en charge des secteurs donc, auto et automotive pour des sociétés de services informatiques et aussi dans un cabinet de conseil. L'ensemble des constructeurs qu'on peut connaître et les équipementiers donc, ont été ses clients tout au long de sa carrière et pendant plus de 10 ans. Et sa passion pour l'automobile et son évolution au fil des années en fait l'animateur idéal pour ce soir. Ensuite, on aura Pierre-Alexandre Cornillon, qui est diplômé de la promotion 2011, qui est à l'heure actuelle responsable des relations presse chez BMW Group et qui a occupé chez ce même constructeur quelques postes comme chef de produit et responsable marketing, entreprise et occasion, donc à peu près une dizaine d'années d'expérience chez le constructeur allemand. Et Pierre-Alexandre nous parlera ce soir de l'évolution de la technologie ainsi que des besoins des conducteurs. Nous aurons également en intervenant extérieur 2 intervenants extérieurs. Le premier, Jean-Paul Carta, qui est co-directeur d'un LabCom, qui est le laboratoire d'études en mécatronique et mobilité. Il est co-CEO de Smart Mobilities and Devices et ainsi de l'entreprise Carta Rouxel, qui est une entreprise de mécanique générale et de précision. Et Jean-Paul, lors de la soirée, nous évoquera les liens entre l'industrie de terrain et les laboratoires de recherche. Et enfin, le dernier intervenant extérieur sera Jean-Bernard Fabre, qui est docteur en physiologie et biomécanique, et c'est également le président fondateur de HumanFab, qui est un centre de recherche et d'expertise scientifique pluridisciplinaire dans le sport, qui est composé de 3 départements, donc la performance sportive d'un côté, la santé et la R&D qui est appliquée à l'industrie. Et grâce à son expertise, Jean-Bernard nous expliquera les liens entre les chercheurs et les constructeurs. Et j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous aurez toutes et tous compris l'importance de l'humain dans la R&D, qui est vraiment le thème de cette table ronde. Et je vous souhaite une excellente table ronde. Merci beaucoup à tous. Marc, donc notre animateur pour cette soirée, nous vous laissons la parole. Je crois que sauf une personne, sinon tout le monde a bien désactivé son micro. Et après, je vous invite à désactiver vos caméras pour plus de fluidité, sauf les intervenants, bien sûr. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et on interagira durant la soirée. Merci. Écoutez, bonsoir à tous. Merci de cette introduction, Arnaud. Et puis, moi, je suis ravi d'animer cette conférence ce soir, qui s'avère effectivement passionnante. Et je suis ravi, je remercie l'école d'avoir organisé cette conférence. Et la diversité des intervenants nous promet un bel échange et un intérêt grandissant au fil de la soirée. Alors, comme l'a dit Arnaud, moi je suis diplômé de l'école de 81, donc ça fait déjà un petit moment, mais bon, voilà, Françoise, on va se rappeler quelques vieux souvenirs. Et puis, j'ai toujours été passionné par l'automobile, et je crois que l'industrie automobile, on l'a dit et redit parfois de nombreuses reprises ces dernières années, va vivre le plus gros bouleversement de son histoire, bien plus important que ceux qu'elle a pu vivre depuis des années et des années. Alors, la voiture de demain, elle sera électrique, mais on a tous oublié que les premières voitures étaient électriques. Dans les années 30-40, il y avait plus de 25% du parc automobile aux US qui était électrique. Et puis, on a découvert le pétrole et la facilité que le pétrole avait à répondre à ses besoins, et on a switché sur un domaine qui est devenu tout pétrole, tout thermique, qui nous a coûté quelques déboires au niveau environnemental, mais qui a permis aussi l'éclosion d'une industrie mondiale
qui est aujourd'hui une des industries parmi les plus importantes au niveau économique. Donc la voiture sera électrique, c'est clair, on y va tous, elle sera hybride. Je pense que Pierre-Alexandre nous en parlera de façon plus précise. Elle sera autonome de plus en plus, bien évidemment, et ça aussi, on en parlera dans les interventions. Et puis, elle sera connectée. Alors, connectée à quoi? Est-ce que ce sera la suite de notre maison, de notre bureau? Est-ce que ce sera un lieu de vie comme un autre? Tout est possible. Et énormément de sujets sont à l'ordre du jour et énormément d'imagination sont en œuvre pour faire de l'automobile un objet qui sera sensiblement différent de celui qu'on a connu depuis une centaine d'années. Alors, certains prédisent l'évolution de l'automobile par palier. Il y en a qui disent on va commencer par utiliser une auto sans les pieds. C'est déjà possible hein, dans certains véhicules. Puis sans les mains. Et puis enfin sans les yeux. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est le chemin que l'on prend et les intervenants ils viendront au tour à tour. Alors, comment dire est-ce que la voiture demain sera autonome et se passera de conducteur? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le conducteur fera pendant les temps de trajet? Je crois que c'est un sujet qui est vraiment intéressant d'aborder parce que il y a tout un tas de phénomènes qui peuvent se greffer derrière le comportement justement et l'attitude qu'on peut avoir derrière un volant. Donc ça aussi, c'est à étudier. Et puis la prochaine étape qui sera 100% autonome. Les ingénieurs travaillent aujourd'hui à remplacer les yeux humains par une multitude de caméras, de capteurs, de lasers qui reconstitueraient l'environnement en 3D et permettraient aux véhicules de prendre seuls des décisions de navigation. Une question qu'on abordera peut-être, mais en tout cas que j'aimerais aborder avec les intervenants, qui est celle de la décision, hein, la décision avec toutes les données que va collecter le véhicule, qui va prendre la décision, comment on va la prendre, quel est le rôle et le niveau de l'éthique et de la loi par rapport à ça. Vous savez tous qu'il y a une grosse différence de vitesse entre l'adoption de la loi et de l'éthique. Ça reste un sujet qui est un sujet pour moi passionnant pour voir comment pourrait se comporter justement ce véhicule totalement autonome. Alors, bien évidemment, il est essentiel de relever le défi technologique qui permettra un jour de construire un système totalement intelligent, de conduire seul un véhicule, mais il est indispensable et tout aussi essentiel de penser dès à présent au mode d'interaction que l'homme aura avec ce système, afin qu'il soit adapté à l'homme. Il ne s'agit pas de... il y a une grosse question, je pense qu'on en parlera aussi, qui est qu'est-ce que souhaite l'humain? À quoi l'humain est-il capable de s'adapter? Qu'est-ce qu'il considère comme utile? Qu'est-ce qu'il considère comme inutile dans une voiture? Aujourd'hui, j'ai une voiture récente, il y a des tas d'applications dont je ne connais plus l'existence. Le vendeur m'a bien présenté tout ça quand je l'ai acheté, mais j'ai rarement eu l'occasion de l'utiliser, donc je ne sais même plus si ça existe ou pas et je ne vois pas l'utilité. Donc là aussi, une vraie question sur l'utilité et l'usabilité de tous ces devices technologiques qui vont envahir l'automobile, même si c'est déjà plus ou moins fait dans certains cas. Et puis ensuite, comment on va pouvoir conduire le véhicule en fonction de son âge, en fonction de ses caractéristiques personnelles, en fonction de l'ergonomie que le véhicule pourra proposer. Je crois que tout ça, c'est des champs d'expérimentation et de recherche dont on va parler ce soir. Et en tout cas, on va essayer de les aborder de façon modeste pour ma part, parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine, en tout cas pas de la partie interaction avec le véhicule, mais je suis certain que nos intervenants sauront apporter des éclairages autour de tout ça. Donc, ravi de participer à cette conférence ce soir, ravi d'entendre nos intervenants sur les sujets qu'ils ont à nous communiquer. Et puis, n'hésitez pas, comme le disait Anne tout à l'heure, à poser les questions. Et puis, on aura l'occasion de débattre après l'intervention de chacun. Je passe la parole à Pierre-Alexandre pour qu'il nous fasse part de son expérience vue côté constructeur, comment l'humain et comment tous ces sujets qu'on a abordés de façon très, très rapide précédemment sont intégrés dans l'évolution des futurs véhicules de la marque. Pierre-Alexandre.
Merci beaucoup, Marc. Bonsoir à tous. Donc, Pierre-Alexandre Cornillon. Donc, je travaille chez BMW France. Je m'occupe des relations presse. J'ai précédemment occupé aussi quelques postes comme chef de produit ou responsable marketing. Une entreprise que je connais donc très bien et un secteur qui me passionne depuis ma plus tendre enfance. Voilà, je fais aussi tous mes stages dans le secteur automobile et j'ai de nombreux amis, dont un qui est présent également ce soir à la conférence, qui travaille dans le secteur automobile et qui m'a suivi également chez BMW. On travaille ensemble. Voilà, donc c'est un secteur qui est vraiment passionnant, enrichissant et je pense qu'on va découvrir ensemble plein de choses ce soir. Alors, avant de se lancer un petit peu dans des choses un peu plus concrètes, je voulais juste vous faire un petit rappel sur ce qu'est l'automobile, parce qu'elle est souvent décriée, et puis ces derniers temps, encore plus que d'habitude, je trouve, c'est un secteur qui déchaîne les passions, certains l'adorent, d'autres la détestent. L'automobile, c'est très vaste. C'est à la base un objet de déplacement, mais c'est devenu, avec le temps, un objet de luxe, un objet de sport, un objet de fantasme, même un objet purement et tout simplement technologique à proprement parler. Il y a une étude récente qui a été menée chez BMW France très récemment, dans le cadre d'une étude interne menée auprès de 3000 Français, qui a montré, alors j'ai plein de chiffres intéressants que je pourrais vous dire, mais il y en a deux que j'ai relevés qui étaient plutôt intéressants, qui vont un peu dans le sens inverse de ce qu'on entend sur l'automobile décriée. C'est que 87% des Français, sur ce panel-là, pensent l'automobile comme une nécessité et que 71% de ces mêmes Français l'imaginent comme un plaisir. Donc, vous voyez, on est en 2021 et il y a encore un très grand nombre de Français sur ce panel-là qui voient l'automobile comme une nécessité et comme un plaisir. Et pour des gens passionnés qui travaillent dans le secteur, je peux vous assurer que ça fait grandement plaisir. Donc, aujourd'hui, le secteur automobile, c'est plus d'une quarantaine de constructeurs. Donc, ça s'est réduit au fur et à mesure du temps. Les constructeurs sont rachetés les uns les autres pour devenir ces multinationales qui permettent aujourd'hui d'avoir de l'innovation de manière récurrente. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'équipementiers et de fournisseurs automobiles, des centaines de milliers même, qui travaillent de concert avec les constructeurs, voire en intégration parfaite, pour nous proposer des innovations et des technologies de pointe. C'est un secteur qui est donc en mouvement depuis plus de 100 ans. Moi, je travaille dans une marque qui a fêté ses 100 ans il y a 3 ans maintenant. Voilà, donc elle a sans cesse cessé d'innover sur plein d'aspects, que ce soit la technique pure et aujourd'hui la technologie à proprement parler. Et c'est surtout donc un secteur qui est vraiment à l'origine de nombreuses innovations. Les impératifs de ces innovations sont principalement la sécurité et le confort des conducteurs et des passagers. C'est le leitmotiv de nos ingénieurs en R&D. Le but, c'est vraiment de rendre les voitures plus sûres et plus agréables au quotidien. Et on le voit, il y a des générations de voitures qui sont sorties les unes à la suite des autres. On prend l'exemple, par exemple, chez BMW de la série 3. On est à la 6e génération. Chaque nouvelle génération reprend les concepts fondamentaux de l'automobile, mais en y rajoutant de la technologie, de la sécurité et du confort. Le but, c'est vraiment de rendre les véhicules toujours plus performants, et ce, à tout niveau. Quand on parle de performance, on ne parle pas forcément de puissance ou de vitesse, mais également de technologie à proprement parler et d'interaction entre l'environnement, la voiture et le conducteur. Alors, les innovations dans le secteur automobile, elles sont vastes et variées, et ça, c'est depuis plus de 100 ans, je le disais tout à l'heure. Ça va de la ceinture de sécurité, la direction assistée, les freins à disque qui ont été issus de la compétition. C'était Jaguar qui avait testé cette technologie dans les années 50 pendant des essais au Mans. Alors, vous voyez, ça remonte. Rien que ces 3 technologies, ceinture de sécurité, direction assistée, freins à disque, sont des choses qui sont plus qu'obligatoires depuis plus de 20 ans sur nos autos. Mais il y a 80 ans, c'était encore de la technologie de pointe. Et puis, chaque décennie a vu son lot de technologies. Dans les années 70, c'était le moteur à turbo qui a permis d'avoir un meilleur rendement et une meilleure performance. C'est arrivé notamment chez BMW avec la 2002 turbo. L'ABS chez Mercedes dans les années 70. L'airbag également chez Mercedes, très présent dans les années 70 et 80 pour implémenter ces technologies de sécurité qui sont aujourd'hui des références. Enfin, il n'y a aucune voiture qui peut être commercialisée sans ça, bien évidemment. Ça va être le GPS intégré, ça c'est Mazda qui l'a commercialisé dans les années 90, le premier constructeur à proposer sur une auto dans les années 90. Ça va être l'affichage des taux hautes dans les années 2000 par BMW, ou de manière un peu plus récente, l'hybridation à la fin des années 90, en 97, avec la Toyota Prius. Marc l'a dit tout à l'heure, les voitures électriques, c'est pas nouveau, loin de là même, mais on y est revenu au fur et à mesure dans la fin des années 90, et c'est Toyota qui a été un des premiers à prendre le parti de se lancer dans l'électrification légère, parce que l'hybridation, on y reviendra tout à l'heure, mais
c'est l'électrification très légère, mais c'était un premier step vers ce qu'on voit, ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on va avoir demain sur nos routes. Alors aujourd'hui, chez les constructeurs, les centres de recherche et développement se sont considérablement développés. C'est même incroyable visuellement. On peut le voir chez nos constructeurs français, mais également chez les constructeurs allemands. On parle également de Tesla qui monte des centres de R&D un petit peu partout dans le monde. Les centres de recherche et développement embauchent vraiment des milliers de personnes. Ce sont des gens qui sont soit formés directement dans la maison, soit des gens qui sont parfois issus du monde de la tech. Il n'y a pas que les entreprises de la tech qui débauchent des ingénieurs de l'automobile, ça marche aussi dans l'autre sens. Et pour vous donner un autre chiffre qui est aussi très parlant concernant la recherche et développement, c'est que les constructeurs investissent un pourcentage de leur chiffre d'affaires qui est considérable. Et BMW, ça va jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel qui est remis en R&D chaque année. C'est juste colossal. Donc, je vous le disais, les constructeurs investissent également de manière massive, alors pas seulement en R&D, mais également dans les startups, puisqu'il y a de plus en plus de startups qui développent des technologies de pointe sur des secteurs très précis, des secteurs de niche. Et les constructeurs s'appuient aussi sur cette plus-value, cette connaissance que les startups ont pour implémenter de la technologie et de l'assistance à la conduite. Donc, ça va pour la mobilité, pour la connectivité, enfin pour tous les leviers de la technologie. Et aujourd'hui, on est en passe de dire que les constructeurs automobiles, c'est un vieux nom qui a plus de 100 ans, deviennent de plus en plus des fournisseurs de mobilité, à proprement parler. Alors, c'est déjà le cas depuis quelques années parce que les constructeurs automobiles proposent du financement, la location longue durée, des assurances. Mais aujourd'hui, les constructeurs vont aussi proposer de l'autopartage, vont aussi proposer des aides à la recharge pour les modèles hybrides rechargeables ou les modèles 100% électriques. On vous proposer des solutions de parking pour faciliter le parking en ville, par exemple. Voilà, on se tourne de plus en plus vers le sens du fournisseur de mobilité avec, bien entendu, le produit au milieu qui fait partie intégrante de la plus-value des constructeurs. Alors, toutes ces innovations, bien sûr, vous en voyez défiler à longueur de temps. Marc a donné un excellent exemple tout à l'heure. On en a pléthore dans nos autos et la plupart du temps, on ne les utilise pas toutes. C'est logique, il en faut pour tous les besoins et pour tout type de clients. Ces technologies et ces innovations, elles sont la plupart du temps intégrées via des recherches internes et externes par le biais d'études qui sont menées par les constructeurs, par le biais d'études qui sont menées aussi par l'ensemble des intervenants externes à la conception des autos et par les remontées clients qu'on peut avoir par le biais des filiales, comme ma filiale dans laquelle je travaille, BMW France, par le biais des clients, par le biais de toutes les remontées qu'on peut avoir directement du réseau. Je peux vous le dire pour avoir travaillé en tant que chef de produit en France, les remontées qu'on a de nos clients et de nos concessions, que ce soit sur la conception du produit, mais également sur les technologies et les innovations, sont vraiment intégrées par les ingénieurs quand, bien sûr, ça représente une masse importante des remontées. Et dans l'ancien monde, celui d'avant 2020, les technologies étaient présentées aux clients via des concept cars. Alors, on a encore des concept cars qui sont présentés de manière virtuelle, comme on le fait ce soir. Mais les concept cars ont une vraie vocation, en plus de faire rêver, bien sûr. Les concept cars permettent de proposer des innovations à la fois sur le design, sur la technologie, sur l'interaction entre l'environnement et l'automobile. Et toutes ces informations sont captées également en remontée interne pour être implémentées en termes de technologie dans les automobiles. Le but, c'est de toujours implémenter la voix du client. La voix du client est indispensable et les constructeurs n'ont déjà d'une pas intérêt financièrement à intégrer des choses qui ne seraient pas indispensables pour le client, mais du deuxième partie, ont besoin de se concentrer également sur des choses les clients ont besoin à proprement parler et les conducteurs ont besoin à proprement parler. Le budget est trop important pour que les choses implémentées en R&D soient futiles, on va dire. Donc, on intègre vraiment des éléments importants, innovants et utiles par le biais de toutes les remontées qu'on peut avoir et, comme je vous le disais, de toutes les ramifications de remontées qu'on peut avoir des clients et conducteurs, à proprement parler. Alors, la mise en place sur les automobiles de ces technologies se fait la plupart du temps sur les modèles les plus haut de gamme. C'est le cas notamment chez BMW et chez les constructeurs allemands. Pour la simple et bonne raison, c'est que les technologies ont un coût très important.
la plupart du temps. Je prends l'exemple d'un affichage tête haute, par exemple. C'est un élément qui est apparu sur la BMW série 5 de mémoire en 2006 ou 2007. Ça valait assez cher parce que la conception du produit et du module en lui-même avait une valeur assez importante. Et au fur et à mesure du temps, l'option a plu, on a pu réduire les coûts et faire descendre la technologie sur des gammes intermédiaires, voire les entrées de gamme maintenant, puisque l'ensemble des produits de la marque BMW aujourd'hui peuvent disposer d'un affichage tête haute, ce qui n'était pas encore le cas il y a 5 ans. En fait, c'est tout simple, hein. Ça fonctionne comme votre téléviseur. Il y a 10 ans, acheter une télé à LED, ça valait 900 € et aujourd'hui, elle vaut 100 € dans le commerce parce que les technologies valent un certain montant pour le client et on a besoin aussi d'estimer et de voir comment réagit le marché, tout simplement. Donc, ces technologies descendent en gamme et ça permet de pouvoir les répartir sur l'ensemble des produits. Donc, je vous disais, l'affichage tête haute, ça marche également pour les différentes technologies comme le régulateur de vitesse adaptatif qui est aussi apparu sur les modèles les plus compacts aujourd'hui et qui permet, sur des modèles à 20 ou 25 000 € neufs, de bénéficier de technologies vraiment innovantes et qui ont une vraie valeur ajoutée pour le client. Alors, les constructeurs ont tous une histoire avec la technologie. Je vais vous faire juste un petit exemple chez BMW. Je ne vais pas repartir de la technologie d'il y a 20 ans, mais depuis 20 ans, BMW s'est concentré sur un label qui s'appelle BMW Connected Drive. Ce label recentre toutes les technologies qui sont liées à l'interaction entre le conducteur, l'environnement et la voiture. Donc, depuis en fait, 1998, le groupe propose des services et la voiture échange de manière régulière avec son environnement. C'est le cas des BMW Telematics ou de BMW Assist. Ce sont des systèmes en fait, qui permettent à la voiture d'interagir directement avec le concessionnaire et de faire une remontée directe au concessionnaire s'il y a un besoin de maintenance. Donc, on dédouane complètement le client d'appeler le concessionnaire pour prendre rendez-vous pour faire une opération de maintenance. C'est la voiture qui propose directement au concessionnaire la maintenance et ensuite le concessionnaire est libre de contacter le client pour prendre le rendez-vous. On a implémenté également l'appel d'urgence. Aujourd'hui, c'est de série. C'est une norme européenne qui l'a implémenté de série, mais l'appel d'urgence est disponible depuis plus de 10 ans chez nous. Par le biais d'une carte SIM qui a été intégrée très tôt, puisque dès 2004, on a réussi à intégrer des cartes SIM dans les voitures. Aujourd'hui, on estime que par le biais de toutes ces technologies, plus de 10 millions de BMW roulant dans le monde sont connectés, donc ont une carte SIM 3G ou 4G intégrée dans les voitures, ce qui permet une masse considérable d'échanges de données et une interconnexion entre les autos et puis entre, bien sûr, l'environnement, le conducteur et la voiture. Et toutes ces technologies, elles ont bien entendu été récompensées par des distinctions nationales et internationales. Il y en a plus d'une quarantaine. Donc, vous voyez, c'est même reconnu par la profession, bien sûr, et par également on va dire le corps technologique à proprement parler. Aujourd'hui, donc, on travaille sur de nombreuses technologies innovations. Marc en parlait tout à l'heure, les technologies de connectivité, d'interaction et bien entendu d'électrification des gammes, mais également d'autres petites technologies qui peuvent faciliter la vie au quotidien. Je vous donne 3 exemples qui sont apparus très récemment dans la gamme. La Digital Key, en fait, c'est une clé de substitution. Votre clé de voiture est remplacée par votre smartphone. Et ça permet de faire de l'autopartage au sein d'un même foyer, puisque vous allez pouvoir attribuer de manière arbitraire des clés à des smartphones d'amis ou de famille. Donc, vous allez pouvoir échanger votre voiture de manière très, très simple, sans avoir à échanger une clé physique. Une autre innovation qui est sympa, par le biais d'un store qui s'appelle le BMW Connected Drive Store. Donc, c'est un magasin en ligne qui va vous permettre, sur une voiture neuve ou une voiture d'occasion récente, de pouvoir ajouter un équipement que vous n'auriez pas pris de série. Alors, bien sûr, c'est un équipement qui va se déconnecter. C'est un équipement de type, c'est du hardware qui est intégré, donc on va déconnecter du software. Un exemple, votre voiture est équipée de projecteurs à LED. Vous ne prenez pas l'option des projecteurs anti-éblouissement, parce que vous ne savez pas si vous allez en avoir besoin. Et puis 6 mois après avoir reçu votre voiture, vous vous dites, mince, c'est quand même dommage, j'aurais dû prendre ces projecteurs anti-éblouissement, c'est super, je roule beaucoup de nuit, c'est quand même très utile. Et il vous suffit de vous rendre sur un store, un peu comme Amazon, et de commander cet équipement, et la voiture va automatiquement déconnecter l'équipement. Voilà, c'est très simple, et ça permet beaucoup de facilité, et ça permet encore de personnaliser sa voiture en aftermarket, tout simplement.
Et une troisième technologie qui est assez sympa, et les constructeurs se penchent aussi dessus de plus en plus, c'est les applications mobiles qui vous permettent de gérer votre automobile à distance. Alors, ça paraît un peu plus gadget pour les voitures thermiques, mais c'est très utile pour les voitures électriques, puisqu'on peut gérer à distance le fait de lancer la charge quand la voiture est branchée. Et on peut également contrôler son niveau de charge. Donc, c'est très utile et rassurant pour les modèles électrifiés. Alors, il y a aussi des flops dans l'industrie automobile et dans l'innovation. Alors, je ne vais pas vous parler des flops comme la voiture amphibie ou des choses comme ça, mais de manière un peu plus récente, il y a des technologies qu'on met en marge dans nos autos qui ne rencontrent pas leur public directement. Je prends l'exemple chez nous par exemple, la vision nocturne. C'est une technologie de pointe parce que ça permet d'avoir une vision nocturne quand on conduit de nuit, donc d'éviter effectivement d'avoir un accident avec un animal, voire même avec un être humain. C'est une technologie qui est un petit peu différente et qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place et qui n'a pas forcément rencontré son public. Je pense au contrôle gestuel qui peut être un peu décrié comme un gadget aujourd'hui qui vous permet par le doigt de pouvoir monter le son de votre voiture, de pouvoir contrôler certains équipements de la voiture. On ne rencontre pas non plus forcément son public à proprement parler. Ou de la commande vocale. Il y a quelques années, la commande vocale, il fallait vraiment hacher les mots pour pouvoir donner une information à la voiture et c'était assez limité. Aujourd'hui, la commande vocale a retrouvé son aura puisque vous pouvez parler comme une conversation classique et la voiture répond vraiment à beaucoup de commandes et ça, c'est lié à l'intelligence artificielle. En fait, toutes les technologies dont je viens vous parler ont une vraie valeur puisqu'elles vont de concert rentrer dans un spectre qui va nous permettre de proposer des véhicules toujours plus intelligents et peut-être un jour demain autonomes. Donc en fait, ces technologies qui paraissent gadgets indépendamment vont, quand elles seront rassemblées, permettre d'avoir un véhicule 100% autonome. Mais on a besoin aussi de faire des tests en direct sur des modèles qui sont roulants chez des clients. Et voilà, donc ce n'est pas vraiment des flops, c'est plus des technologies qui, demain, auront une vraie vocation quand elles seront combinées les unes avec les autres. On parlait également tout à l'heure de l'assistant de somnolence, qui peut paraître gadget. C'est un petit capteur qui est implémenté dans le combiné d'instruments et qui vous lance une alerte quand le capteur voit que vous baissez un peu trop la tête ou que vous commencez à jouer un petit peu trop du volant. Il vous donne une petite alerte pour vous proposer de vous arrêter. Cet assistant de somnolence, demain, sera une des clés aussi de la voiture autonome. Voilà, donc toutes ces assistances à la conduite dont on parle, vous les utilisez pas, il y a plein de choses, il en faut un petit peu pour tout le monde, mais il y a une étude qui a été menée aux États-Unis sur 3 ans et qui montre que toutes ces assistances à la conduite sur les voitures modernes de moins de 4 ans ont permis d'éviter 30% des accidents. Ça va du petit accrochage à l'accident un peu plus grave, mais voilà, ça montre qu'il y a aussi une vraie valeur et une vraie plus-value à toutes ces technologies. Donc, les grands sujets actuels et les grands défis du secteur automobile, c'est, comme le disait Marc tout à l'heure, l'électrification sous toutes ses formes. On parle d'électrification, alors c'est à moyen terme l'électrification des gammes thermiques. C'est la micro-hybridation de certains modèles thermiques également par le biais d'un alternodémarreur qui permet de soulager le moteur thermique. C'est l'électrification de masse via des modèles à batterie, donc comme la BMW i3, comme la Renault Zoé par exemple, sur lequel on travaille de plus en plus, avec des moteurs toujours plus vertueux qui n'émettent de moins en moins, avec un bilan carbone de plus en plus neutre, on essaye en tout cas, avec des moteurs qui sont conçus le plus souvent sans terres rares, on essaye de travailler à l'utilisation minoritaire de ces minerais décriés. Mais c'est aussi les nouvelles formes de carburant. Je sais que par exemple Ford travaille beaucoup sur le flex fuel avec l'utilisation des biocarburants par exemple. Et puis c'est bien sûr l'hydrogène qui, à mon sens, est un des leviers importants du développement de nos autos, puisque l'hydrogène permettra d'avoir des autonomies très hautes, très rapides, et surtout d'avoir une recharge en quelques minutes. Donc c'est vraiment aussi une technologie de substitution au modèle thermique, on l'espère. Et donc les constructeurs travaillent de concert. Chez BMW, par exemple, on travaille avec la Toyota Motors Company depuis très longtemps sur le développement du modèle à hydrogène. Et dans 2 ans, en 2022, il y a déjà des modèles qui vont être mis sur la route pour des phases de test un petit peu partout dans le monde. On a déjà prévu qu'un modèle serait lancé en 2025. Et Toyota a déjà un modèle qui roule à l'hydrogène actuellement.
Et puis, bien entendu, d'autres technologies comme les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle, à proprement parler. Alors là, on attend la 5G avec grande impatience, puisque, bien entendu, l'intelligence artificielle, pour se connecter, a besoin de collecter de la data et donc a besoin d'un débit de data en fréquence très élevée. Et la 5G sera une aide très précieuse au développement du véhicule autonome à proprement parler. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, sera également décisive pour la voiture autonome, puisque l'intelligence artificielle va permettre de collecter de la data et, bien entendu, de rendre ces modèles toujours plus intelligents et d'arriver peut-être un jour à ce fameux niveau 5 sans conducteur, qui aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dit depuis 2-3 ans, nous paraît peut-être un peu loin, alors pas chez les conducteurs, mais plutôt sur un point de vue aussi juridique et légal, puisque bien entendu, il y a aussi cet aspect-là qui est à mettre en avant. Pour finir, je voulais juste vous dire voilà, que ce qui est en travail actuellement chez les constructeurs, c'est l'intelligence artificielle, c'est des technologies qui vont permettre de recharger toujours plus vite les prochains véhicules à batterie, les prochains véhicules électrifiés. C'est l'habitacle de la voiture qui sera de plus en plus connecté et qui vous permettra, en plus de communiquer avec l'environnement de la voiture, mais peut-être de connecter un jour avec votre voiture, avec votre maison, avec de la domotique, par exemple. Ce sont un travail de concert avec tous les équipementiers qui travaillent eux aussi sur l'interconnexion de leurs produits. Je pense notamment à Michelin qui a présenté il y a très peu de temps son premier pneu connecté, le Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, qui permet de jauger la pression du pneumatique de manière très précise dans le cadre aujourd'hui d'une conduite sportive. Ou je pense également à ZF qui travaille de manière très proche avec Microsoft sur l'implémentation de logiciels qui permet le contrôle de la suspension, de la direction et de la transmission. Bref, tout ça pour vous dire qu'on travaille tous de manière proactive sur toutes ces technologies qui, on l'espère, faciliteront la vie des conducteurs et des passagers, principalement sur le confort et la sécurité, quel que soit leur pays, quels que soient leurs usages et même quel que soit leur handicap. Merci Pierre-Alexandre pour ce tour d'horizon passionnant. Vous voyez que l'automobile est vraiment le nœud de croisement de toutes les innovations, de toutes les recherches que l'on peut avoir aujourd'hui. On parlait de 5G, on parlait d'intelligence artificielle, sans oublier le confort des passagers, la sécurité. C'est vraiment passionnant et je suis sûr qu'on est au tout début d'une évolution ou d'une révolution qui va nous apporter énormément de satisfaction et qui, moi j'en suis convaincu, contribuera aussi à mieux utiliser le véhicule, donc à sauver un peu la planète aussi, puisque l'automobile aujourd'hui y contribue et cherche à y contribuer à travers la R&D. Et c'est quelque chose d'important à souligner, ce n'est pas seulement le vieux diesel qui pollue qu'il faut montrer du doigt, c'est trop facile, on oublie énormément de choses autour. C'est un écosystème qui est juste génial et vraiment plein d'innovations. Merci Pierre-Alexandre pour ce tour d'horizon. On y reviendra, il y a déjà des questions. J'espère qu'on aura le temps de les aborder. Je passe maintenant la parole à Jean-Paul, qui est le co-directeur du LabCom LE2M, laboratoire d'études en mécatronique et mobilité. Mais Jean-Paul va nous dire ça de façon bien plus précise et bien plus intelligente que je ne peux le faire à travers cette courte introduction. Jean-Paul, c'est à vous. Bonsoir à tout le monde, donc Jean-Paul Carta, je suis donc chef d'entreprise dans la métallurgie en région parisienne. Effectivement, je suis à la tête, je co-dirige un laboratoire de recherche en lien avec l'INSERM et puis l'Agence nationale de la recherche ainsi que l'Université Versailles-Saint-Quentin. Donc notre sujet pour nous, c'est la mobilité en général et mécatronique et mobilité au pluriel, donc aussi autour du véhicule. Et cette composante à la fois mécatronicienne et avec ce regard des hospitaliers et des chercheurs me permet d'aborder l'automobile un peu différemment que j'aurais pu l'aborder il y a encore quelques années, où le véhicule était un objet. Alors, il pouvait être un objet effectivement de luxe, un objet rare, un outil de travail pour beaucoup. Et bien aujourd'hui, et je crois plus que jamais aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous vivons, le véhicule peut aussi devenir un objet bienveillant et un lien aussi entre, et là Pierre-Alexandre avait raison, en termes de domotique, ce lien que peut avoir le véhicule avec son foyer, et qui dit son foyer aussi, dit quelque part le réceptacle de ce que l'on est, physiologiquement parlant, et informer à la fois notre domotique d'habitation sur notre état physiologique au sein du véhicule. On parlait du sommeil, effectivement. Alors,
le sommeil va aujourd'hui concentrer beaucoup de recherches suite à cette imposition qui a été faite à bon nombre de salariés de rester à la maison pendant, maintenant on peut le dire, des mois. Il y a un comportement complètement changeant, hein, comment on aborde le véhicule. Il y a aussi le véhicule lui-même qui redevient un objet presque, vous savez, un peu, je ne vais pas quand même dire un dispositif médical, mais tenir un volant aujourd'hui permet, grâce à la captation de données, d'avoir des informations sur le conducteur qu'on n'avait pas forcément avant. Voilà, ça peut aller de la température, bien sûr, mais à d'autres éléments physiologiques qui permettent de savoir que un événement extraordinaire pourrait se produire. Donc, on n'est plus dans le véhicule qui nous protège instantanément lors d'un accident, et on parlait de la ceinture de sécurité, l'airbag. On va aller vers quelque chose qui va être un peu plus prédictif, et le comportement du conducteur va influencer le véhicule lui-même en le ralentissant, en déclenchant des alarmes. Voilà. Je fais toujours un parallèle, vous savez, avec les bandes rugueuses. Dans le temps, en fait, le véhicule était un élément dans son environnement, et souvent, les protections venaient un peu de l'extérieur, avec de l'éclairage, avec les bandes rugueuses. Alors, pour la petite anecdote, les bandes rugueuses ont été inventées par un médecin français qui faisait ses études sur le sommeil et qui essayait de lutter contre l'endormissement au volant. Et il a trouvé cette idée géniale de pouvoir granuler, on va dire, vous savez, un peu, donc rendre rugueuse des bandes et nous permettre de nous réveiller. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de dévier un peu et d'être appelé à l'ordre. Donc demain, le véhicule tend à être un proche collaborateur du conducteur. Et effectivement, il y a un terme qui revient alors de plus en plus, qui est celle de la charge émotionnelle. Cette accumulation de technologie qui, des fois, sature un peu le conducteur. Tout le monde aime la technologie, mais tout le monde n'en est pas forcément un grand fan. Et aujourd'hui, il y a des demandes pour que le véhicule redevienne quelque chose de effectivement confortable, luxueux, certes, peu consommateur en énergie, avec des notions aussi environnementales. On parlait de recyclage avec, pourquoi pas, l'utilisation de matériaux issus du recyclage. Ça ne fait plus honte, ça ne fait plus peur, au contraire. Je pense qu'il y a une nouvelle demande qui arrive. Et donc voilà, le véhicule va être un peu plus différent, se recentrer un peu plus autour de l'humain et surtout des informations nécessaires. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement important. Et qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? On l'entend tous au quotidien, eh bien, c'est la santé. C'est la santé. Donc le véhicule, on l'a un peu accusé d'être très chronophage dans nos journées de travail, hein, de nous prendre un temps important dans nos trajets. Donc on lui parlait, on faisait ses mails, on faisait ses SMS. Ça se réduit puisque certains véhicules maintenant sont équipés de systèmes qui désamorcent tous les accès aux mails, aux SMS, même vocaux. C'est le cas, je crois, de bon nombre de véhicules, mais Pierre-Alexandre aurait pu nous en parler. Donc voilà, vous voyez, on ressent, et puis il y a d'autres notions aujourd'hui qui seront abordées par d'autres, mais il y a les notions de véhicules autonomes, effectivement, sur lesquels nous travaillons. Bien, le véhicule autonome, ça implique aussi des notions pénales. Si le véhicule prend une décision, qui serait responsable? Je crois que l'image que je vais donner ne va pas beaucoup plaire, mais elle est prise de partout. Il y a un groupe d'enfants qui traverse, il y a une mamie de l'autre côté, le véhicule fait une embardée, qui choisira-t-il? Voilà, donc c'est des notions qu'on n'aimerait pas aborder forcément, mais qui vont s'imposer à nous. Donc voilà, le mécatronicien laisse la place un peu à celui qui s'occupe des mobilités. Si je dois retenir quelque chose ce soir, c'est que le véhicule va devenir bien plus intelligent grâce à la 5G, mais va donner d'autres informations. Dernier élément que je voudrais citer, c'est le fait que dans le temps, enfin l'ancien monde, hein, comme l'a dit Pierre-Alexandre, on captait des éléments de l'extérieur et on les rentrait dans l'habitat. La température, les informations, les messages. Bien, aujourd'hui, je crois que le véhicule va capter à l'intérieur, c'est-à-dire sur le conducteur, voire les passagers, et va pouvoir émettre vers l'extérieur des données physiologiques, des données de comportement et un état de santé lui permettant de prendre une décision. Voilà. Merci Jean-Paul pour cet éclairage un peu comment dire, orthogonal par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire sur l'automobile. Mais l'automobile est un endroit clos, confortable. Pierre-Alexandre le disait tout à l'heure. Il peut être aussi, à vous entendre,
un lieu de sécurité, de sécurisation et un lieu qui apporte aussi du soin ou du care, j'allais dire, puisque c'est à la mode en ce moment, aux conducteurs. Et cette notion aujourd'hui, elle n'est pas forcément très lisible ou très communiquée, mais je crois que c'est un sujet passionnant là aussi. L'automobile peut être aussi un lieu je dirais, de sécurisation, de refuge, de confort qu'on n'a pas forcément à l'extérieur. En tout cas, moins d'agression dans un véhicule qu'on peut en avoir à l'extérieur. Si je peux me permettre juste un petit rajout. Aujourd'hui, on parle tous de décontamination. Vous savez, c'est un terme qui, bien sûr, qui est au quotidien, notamment dans la sphère clinique et hospitalière. Et bien aujourd'hui, le véhicule, il est un peu à la limite entre, vous savez, l'interview qui permet à un constructeur d'avoir des informations pour parfaire ses véhicules. On est presque à une limite, je dirais, d'études cliniques aujourd'hui. Et quand on parle d'espace clos, eh bien, dans l'espace, il y a aussi l'atmosphère. Et tous les objets de décontamination qui sont testés aujourd'hui en laboratoire, pour le monde clinique, pour le bureau, pour la maison, vont intégrer le véhicule. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est à 2 ou 3, vous avez vu, certains conduisent avec des masques, eh bien, les nouvelles technologies vous permettent d'assainir l'habitacle. Voilà comment le véhicule se transforme en objet bien plus que celui qui nous mène d'un point A à un point B, mais qui s'occupe de notre santé. Très bien, c'est une dimension intéressante et une dimension passionnante, parce que là aussi, pareil, on n'a pas fini de creuser et de chercher autour de ça. Le dernier intervenant ce soir, Dr Jean-Bernard Fabre, je vous laisse la parole pour vous nous parliez de Human Fab et des relations que vous avez entre les constructeurs, les chercheurs dans le secteur de l'automobile, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir. C'est à vous. Tout d'abord, merci déjà pour cette invitation. Merci à mes partenaires d'intervention, parce que là, vous m'avez préparé le terrain, en fait, aussi bien d'un côté, donc avec Alexandre, du côté de l'industriel automobile, que Jean-Paul du côté de la recherche scientifique, puisque nous, on fait le trait d'union entre les deux. En fait, chez Human Fab, on est un centre où on regroupe en fait des experts pluridisciplinaires qui viennent du monde du sport, de la santé et de la recherche. Et donc, tout ce petit monde, on les fait travailler ensemble via une méthodologie scientifique à l'aide de l'analyse du mouvement humain. Et donc, grâce à ça, en fait, on fait du diagnostic sur l'homme en conditions réelles. Et donc, on touche 3 secteurs d'activité qui sont le sport, où par exemple, on a des athlètes de très haut niveau qui viennent chez nous dans plein de disciplines. Alors, on a beaucoup de pilotes de F1, le plus connu étant Fernando Alonso, là, dont on s'est occupé pendant 2-3 ans, sur lequel, en fait, on fait des diagnostics. Là, quand il bossait chez Toyota, tout à l'heure, vous avez parlé des Toyota et notamment de l'hybride chez Toyota. Donc, moi, je m'occupe, j'ai la charge, ça reste ma petite Madeleine de Proust ou ma danseuse, entre guillemets. Je m'occupe des pilotes là, pendant les 24 heures du Mans. Donc là, on vient de gagner Spa le week-end dernier. Et voilà, donc on fait des tests spécifiques pour eux en conditions réelles. À partir de là, on leur trouve des stratégies pour améliorer leur performance dans le cadre sportif, on va dire. Ensuite, on aide des gens qui ont des problématiques de santé, donc qui viennent se faire par exemple une entorse de la cheville ou qui ont des lombalgies chroniques, etc. Ils passent par chez nous et ils passent dans le labo, on fait un diagnostic en dynamique et grâce à ça, on leur trouve des solutions thérapeutiques individualisées qui vont permettre de préciser leur rééducation et donc d'avoir un retour à l'activité ou à la pratique sportive plus rapide. Et puis pour finir, c'est précisément ce pourquoi je suis là ce soir. En fait, on est un des premiers, si ce n'est le premier centre à travailler vraiment sur les interactions entre les hommes et les technologies en conditions réelles. Et donc, à ce titre, on interagit avec tout un tas d'industriels dans plein de secteurs d'activité. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du sport, mais aussi beaucoup dans l'industrie automobile. Et donc, tout à l'heure, Pierre-Alexandre parlait du fait que c'est vrai que les industriels, mais aussi tous les équipementiers investissent beaucoup dans les startups. Donc, nous, c'est ce qu'on a vécu, puisqu'on a un savoir-faire qui est assez unique, où, en gros, on est capable de définir des modèles et de qualifier de l'usage. Et c'est là que ça fait le lien avec ce dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Effectivement, il y a des capteurs dans la voiture. On va les retrouver dans les belles BM, ou dans les Audi, ou dans les Mercedes, puisqu'on travaille un petit peu avec tout le monde en ce moment-là. La question qui se pose, c'est que c'est bien de pouvoir collecter de la data, mais il va se poser la question de la fiabilité de la data. Et donc, dans la fiabilité de la data, il y a comment on la mesure. Une fois qu'on l'a mesurée, c'est comment on l'achemine,
Une fois qu'on l'a acheminée, c'est comment on la traite et surtout qu'est-ce qu'elle veut dire. Et donc, c'est là qu'on intervient, où en gros, on sert, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Cockpit du futur avec un industriel français qui est Forestia, où on sert en fait à trouver des innovations qui peuvent être soit dans le service, soit dans la techno, et qu'on va proposer à BMW. D'ailleurs, on travaille sur certains sujets avec BMW. Puisqu'on a parlé de confort, donc le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'était confort, tout le monde en parle, c'est assez sympa, je suis très heureux de l'entendre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me le définir? Là, c'est plus compliqué. Jusqu'à présent, ça reste une notion qui est subjective et c'est là qu'on intervient. En fait, il y a quelques années, on a réussi à trouver une signature physiologique du confort. Donc là, ça devient très objectif, tout ça. En gros, ce sur quoi on travaille, c'est les industriels nous contactent, quel que soit le secteur d'activité. Alors, on parle de l'automobile, mais on est beaucoup dans l'aviation aussi et dans d'autres secteurs. Et une fois qu'ils ont créé un siège qui est censé être confortable, nous, on va leur dire, écoute, on va le tester sur l'homme et on va être capable de te dire physiologiquement s'il l'est ou pas. Donc, c'est une évolution du métier de l'ergonomie il y a beaucoup d'ingénieurs ergonomes chez les équipementiers ou chez les marques automobiles. Historiquement, c'était des personnes qui avaient une formation, qui travaillaient sur des cotes et des moyennes dans des tranches de population. Par exemple, dans les pays asiatiques, un siège avait une certaine longueur d'assise, une certaine densité de mousse et une certaine hauteur pour être perçu comme confortable. Aux États-Unis, ce n'était pas la même chose et en Europe, pas tout à fait la même chose, ce qui conduisait à des individualisations de cockpits de voitures en fonction des marchés ciblés. Donc maintenant, avec les nouveaux métiers que sont l'ingénierie humaine via la mesure sur l'homme, on est capable donc de préciser ces cotes-là et de sortir des moyennes, parce que par définition, dès qu'on s'écarte des moyennes, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans ce qui est dans le claim produit, et donc ça pose un problème. Donc en fait, on aide par exemple, via notre signature du confort physiologique, mais on est capable de préciser pour un marché adressé qu'est-ce qu'il faut faire sur le siège pour que ça fonctionne mieux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années. Et maintenant, j'ai bien aimé ce que disait Jean-Paul, la voiture va devenir intelligente. Donc, les thématiques sur lesquelles on est, c'est plutôt… Le confort, c'est une notion qui évolue selon un continuum dans le temps. C'est-à-dire que la vérité de maintenant, ce n'est pas celle de dans 10 minutes ou dans 30 minutes. Et on le voit bien, dès qu'on reste assis, même sur notre beau canapé Roche-Beaubois dans notre salon, au bout d'un moment, on commence à avoir certains signes qui montrent qu'on est inconfortable, c'est-à-dire qu'on bouge, qu'on a peut-être des fourmis dans les jambes, qu'il y a certaines occlusions sanguines qui peuvent se passer à certains endroits. Et donc, ça veut bien dire que la notion de confort est évolutive. Et là, les travaux sur lesquels on est, c'est de quantifier. Maintenant qu'on sait la quantifier, cette notion de confort, on va pouvoir la traquer et voir quand est-ce qu'elle se dégrade, notamment en fonction des contextes de conduite. Ça, c'est le projet sur lequel on est. Et il y a de fortes chances qu'on soit capable, si tout se passe bien, si par exemple ce projet-là va au bout et qu'une marque automobile est intéressée par cela, qu'on est dans les voitures de demain, et notamment les très haut de gamme pour commencer, et puis petit à petit, ça sera décliné sur toutes les gammes, de pouvoir proposer une adaptation du siège en temps réel pour pallier à la dégradation du confort en fonction du contexte de conduite et du temps de conduite. Donc ça, par exemple, c'est un des sujets sur lesquels on est, et là, on parle du confort postural. On est aussi capable, une des choses qu'on vient de développer, là, ça fait 6 mois là, qu'on a défini ça, la notion de confort thermique, toujours pareil. C'est quelque chose qui est totalement subjectif. Quand on est 4 dans un habitacle, on l'a tous vécu, on va au ski, il fait froid dehors, mais il y a un peu de soleil, donc il y en a qui sont trop couverts, d'autres pas assez couverts. On règle la clim, alors même s'il y a des systèmes qui permettent de partager un peu l'air dans la voiture, bon, ça relève encore de quelque chose qui est, alors je ne vais pas dire du gadget, mais en tout cas un très beau concept marketing sur l'effet physiologique, ça a assez peu d'impact. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, maintenant, on est capable de définir, avant que quelqu'un se sente inconfortable au niveau thermique, c'est-à-dire qu'il est trop chaud ou qu'il est trop froid, de pouvoir lui proposer une adaptation en temps réel de sa bulle thermique, parce que c'est ce qui va arriver, il y aura des bulles thermiques dans l'automobile très prochainement, et donc de pouvoir interagir avec 4 personnes dans une voiture, avec chacun sa bulle thermique, avec peut-être 1 ou 2 degrés d'écart dans chacune des bulles. Donc, tout le monde aura son confort spécifique. Donc, voilà les choses qui arrivent et ce sur quoi on travaille, en fait. Et donc, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Pour en arriver là, bien sûr, vous savez, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de comment se construisent les modèles d'intelligence artificielle. Alors, sans rentrer dans les détails mathématiques compliqués, mais pour faire simple,
En gros, il y a deux façons de faire. Soit on fait du Google, c'est-à-dire qu'on va collecter des centaines de milliers de millions de data un peu dans le désordre, et puis on fait tourner des énormes machines qui vont essayer de trouver des corrélations entre certains comportements, et puis grâce à ça, ils vont prédire peut-être des comportements d'achat en disant on s'est aperçu que les gens qui ont 40 ans au nord de Berlin, quand ils vont sur un site de, je sais pas moi, de chips, après en général, ils achètent une tondeuse. On va savoir pourquoi. Donc, c'est des corrélations qui font grâce à des énormes bases de données. Nous, on est sur un modèle qui est un petit peu plus fort en termes de prédiction, mais qui, du coup, est un peu plus difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on part de la recherche scientifique, on étudie un modèle physiologique ou biomécanique ou neurocognitif. Et une fois que ce modèle, on l'a compris, on se dit, OK, maintenant, on va mettre un homme au milieu et on va le confronter à la réalité. Donc, on va le mettre dans notre simulateur, par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour passer le message. On cherche des cobayes en ce moment sur une étude sur le confort. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous si vous êtes autour d'Aix-en-Provence. Parenthèse fermée. Donc, pour arriver à créer ces signatures-là avec un modèle d'intelligence artificielle très fort, en fait, on va confronter ce que dit la science. On vient y mettre l'homme avec des capteurs et on le teste. Et on engrange un peu plus de data. On appelle ça de la donnée labellisée. Et comme elle est labellisée, ça veut dire qu'on sait ce qu'on cherche. Vous savez, Kant disait dans les filtres objectifs de la perception, on ne peut trouver que ce qu'on cherche. C'est pour ça que j'ai vachement de mal avec la méthodologie de Google, parce que ce n'est pas du tout scientifique. La méthodologie scientifique veut qu'on cherche quelque chose, on sait ce qu'on cherche, et donc après, on le trouve. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait, et c'est grâce à ça qu'on arrive à définir des modèles prédictifs, notamment sur la notion de confort postural, thermique. Et puis, alors, je ne sais pas quel est mon timing, parce que je peux en parler pendant des heures, parce que c'est un peu ce qu'on fait toute la journée. Mais les grandes lignes, c'est aussi, tout à l'heure, on parlait de charge émotionnelle. Alors, ce n'est pas tant la charge émotionnelle, c'est plutôt le coût attentionnel, Jean-Paul. Donc, le coût attentionnel, c'est en fait la charge qui est induite par toutes ces nouvelles technologies à l'intérieur du cockpit, que maintenant, on essaye de calibrer et de quantifier, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, à force de mettre tout un tas de clignotements dans l'habitacle, des applications, tout un tas de choses qui interagissent avec le conducteur, au final, on le perturbe, on crée de la fatigue. Et comme on crée de la fatigue, on augmente les risques d'accident. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et autre chose, tout à l'heure, Pierre-Alexandre parlait notamment des systèmes sécuritaires avec le fait que si le volant bouge un peu, ou si on s'aperçoit que la tête bouge un peu, ou qu'il y a trop de clignements d'œil, ça dépend des systèmes et en fonction des marques de voitures, on propose une alerte pour dire au conducteur, oulala, fais attention, par exemple, moi j'ai une Mercedes en ce moment, de temps en temps, va savoir pourquoi, alors je ne sais pas quel modèle qui est derrière, mais il est probablement très mal foutu, parce que de temps en temps, tu es en train de doubler sur l'autoroute, et puis tu entends bip, une espèce d'alerte, c'est une panique à bord, tu ne sais même pas d'où ça vient, et du coup, tu as tendance à mettre des coups de volant alors que tu n'en as pas besoin. Et donc, pour lutter contre ça, la prochaine étape, effectivement, c'est de prédire l'arrivée de la fatigue et de l'endormissement. Et tout ça, ça va s'appuyer sur des modèles physiologiques qui vont s'appuyer sur des biosensors qui seront à l'intérieur des cockpits. Ça arrive là, parce qu'encore une fois, on travaille dessus. Et donc là, l'idée, ça sera il faut que ça puisse fonctionner, sinon ça va relever du gadget. Et pour ça, les phases actuelles, c'est d'être sûr des modèles prédictifs qui sont mis en œuvre. Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet, bien sûr. Il y a des gars aux États-Unis aussi qui travaillent dessus. Il y a une belle équipe au Canada qui travaille là-dessus. Il y a les marques en interne de voitures. Par exemple, là, quand tout à l'heure, on parlait des salons qui s'arrêtent, mais un des salons qui permet de toucher le grand public, c'est le CES de Las Vegas. Et donc, il y a pas mal d'innovations qui sont proposées au CES de Las Vegas. Et on s'aperçoit que maintenant, même les marques de voitures, elles incorporent notamment du personnel médical à l'intérieur de la R&D au sein même des maisons mères. C'est assez drôle parce que j'ai eu pas mal de discussions là, en table assez privée sur les nouvelles techno et notamment sur les méthodologies de mesure et qui vont conduire à des modèles prédictifs avec les espèces de conseillers scientifiques qui travaillent avec les marques automobiles. Donc, ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Je rebondirai aussi sur la data. Alors, on parle beaucoup de la 5G, c'est génial, c'est magnifique, c'est super sur le papier. Après, il y a quand même deux typologies de 5G. Et un des problèmes avec la mobilité, c'est qu'il faut pouvoir, comme on se déplace d'un point à un autre, c'est de pouvoir avoir accès à cette 5G avec un débit qui est suffisant pour pouvoir avoir des flux d'informations qui sont constants. Ça reste, il y a un verrou technologique à enlever là-dessus, d'après les dernières discussions
auxquels j'ai eu accès, parce que nous, ça nous intéresse bien sûr beaucoup, parce que plus on va pouvoir engranger de choses, mieux on va pouvoir comprendre les phénomènes et surtout les suivre en temps réel. Malgré tout, il semblerait que les antennes qui permettent de passer les coups de fil ou de regarder notre vidéo tranquille chez nous, ce n'est pas tout à fait celle dont on va avoir besoin quand on est dans une voiture. Va se poser un problème du coup de la puissance de la 5G et donc de l'impact que ça a sur le modèle humain. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des répercussions sur le modèle humain qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, il va falloir l'étudier. Donc ça fait partie des voies aussi d'études. Voilà, je crois que je vous ai parlé de pas mal de sujets. Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures. Je crois que j'avais noté aussi un autre truc qui me paraissait intéressant pendant les conférences d'avant. Alors, histoire que je n'oublie pas. Oui, il faut bien. Je pense qu'il faut faire la différence entre la recherche et l'innovation. Ce sont deux métiers qui sont différents. Quand on fait de l'innovation, en fait, on s'autorise à aller sur de l'investigation de choses qui a priori n'existent pas et qui aboutissent à des projets de recherche. De plus en plus, les entreprises se structurent avec un pôle innovation et un pôle recherche. La méthodologie de travail n'est pas du tout la même, le time to market n'est pas du tout le même. Donc ça, il faut bien l'appréhender. Et puis pour finir, j'irai sur l'acceptation de l'innovation, puisqu'on parle beaucoup des voitures autonomes. Je vais faire un parallèle qui a été utilisé notamment dans le domaine automobile, mais là on le vit dans d'autres secteurs, et notamment dans le secteur du sport, où on va sortir un produit et se pose la question de la rupture technologique et du service associé. Est-ce que le marché est prêt à l'entendre? Tout à l'heure, on parlait de la vision nocturne. Est-ce que le marché est prêt à l'entendre, ça? Et donc, dans l'automobile, un des bons exemples qui est souvent cité pour gérer l'innovation et pour ne pas tout donner d'un coup. En gros, si on parle du parc assist, maintenant, les voitures sont capables effectivement de se garer toutes seules. C'est une technologie qui aurait pu être mise sur le marché beaucoup plus tôt. Le problème, c'est que, très franchement, je crois, a priori, en tout cas, le marché de l'automobile a fait ce choix-là en disant le consommateur final, l'utilisateur final n'est pas prêt à dire je lâche mon volant et je laisse quelqu'un faire un créneau à ma place. Donc, pour faire ça, ils ont segmenté l'offre. Ils ont dit on va éduquer le marché. Éduquer le marché, c'est passer par les fameux bip-bip de recul. D'abord, on a mis les bip-bip et on s'est aperçu qu'en reculant, en faisant confiance aux bip-bip, on s'est aperçu mais enfin, ils sont vachement plus précis que quand je commence à regarder dans mon rétro. Donc, je peux faire confiance au bip-bip. On a joué sur deux sens. On a commencé à gagner la confiance du marché. Du coup, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la caméra de recul. On s'est aperçu qu'avec la caméra de recul, on est très précis, surtout en le croisant avec les bip-bip. Donc là, on a commencé à faire confiance de plus en plus aux marques auto qui nous proposaient cette innovation. Et puis, petit à petit, il y a eu un niveau d'acceptation qui a été suffisant pour dire, bon, attends, tu as bien vu, on est capable de te mettre le bip-bip, on est capable de te mettre la caméra de recul. En général, tu as déjà les deux. Si tu veux, tu as une petite option, tu la déclenches et on se gare à ta place. C'est quand même génial. Et donc ça, le marché semble répondre de mieux en mieux. Et tout ça pour aboutir à la fin à la voiture autonome. On n'y est pas encore tout à fait. Alors, je n'irai pas sur les questions de sécurité, moi j'irai surtout sur les questions de bien-être et de confort. Faut quand même se dire qu'un des gros problèmes avec la conduite autonome, ça reste le mal des transports qui est amplifié. Deux, il faut occuper les passagers qui sont à l'intérieur des voitures. Parce qu'il y a un moment donné où si tu fais rien pendant que tu conduis, tu vas juste un peu trop t'ennuyer. Donc, ça va poser des problèmes. Et puis, pour finir, et c'est d'ailleurs, ça va faire le lien un petit peu. Alors, tout à l'heure, je crois que vous utilisiez le terme care dans la voiture pour prendre soin. Alors, une des promesses, par exemple, des projets sur lesquels on travaille là avec plusieurs industriels, c'est « You will feel better at the end of the journey ». Donc, effectivement, le fait de rentrer dans la voiture va proposer des nouveaux services qui vont normalement améliorer la condition humaine. Par contre, on restera a priori toujours dans ce qu'on appelle le wellness et non pas sur le care, parce que sinon, ça demande, par exemple, de passer par des dispositifs médicaux, etc. Et je pense que ça risque d'être, en tout cas, des différents travaux sur lesquels on interagit, ça risque d'être peut-être sur certains segments marché, mais pas du tout sur le global market, parce que c'est trop compliqué pour avoir des labellisations et des accords de medical device, c'est très compliqué. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les interactions homme-technologie et la voiture de demain qui sera résolument intelligente grâce à des modèles prédictifs qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle recueillie sur l'homme. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette intervention. Je crois que vous avez énormément de choses à dire encore, mais on est un peu short en termes de temps et on voudrait laisser du temps justement aux questions. Moi, j'ai
entendu des choses passionnantes, hein. Ceux qui parlent d'automobile en parlent avec passion. Et tous les trois, je crois, vous avez évoqué cette dimension. C'est-à-dire, on ne fait pas ce métier et on ne s'intéresse pas à l'automobile sans passion. Je découvre aussi un objet non identifié ou presque, qui est au creuset d'immenses flux, d'immenses recherches, aussi bien sur l'homme, sur la technologie, le montant qui est investi chaque année dans la R&D est juste considérable. Je n'avais pas ces chiffres, mais je trouve que c'est assez gigantesque. Et puis surtout, moi, il y a un mot qui est revenu dans chacune de vos présentations, qui est celui de la data et de la donnée. Ça devient quelque chose d'indispensable dans tous les domaines d'activité. Mais là aussi, encore, l'automobile est le creuset du recueil de ces datas. Maintenant, pour paraphraser un historien célèbre, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. C'est un peu ce que vous disiez, Jean-Bernard, il y a 2 minutes. Donc, il faut les organiser, ces données. Il faut savoir ce que l'on va chercher. Et puis, surtout, il faut essayer de mettre en perspective ces données pour qu'elles soient au service de l'utilisateur, du conducteur et de l'humain. On va laisser la place aux questions. Anne, j'espère qu'il y en a quelques-unes sur le chat. S'il n'y en a pas, nos intervenants et les participants ont peut-être des questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Il y a eu un certain nombre de questions et les intervenants ont eu la gentillesse de répondre au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions et si les intervenants qui ont répondu rapidement dans le chat souhaitent prendre la parole pour le développer un petit peu plus. Alors, qui se lance sur la première question ? C'est toujours la plus dure. Juste pour revenir effectivement peut-être sur un sujet qu'on peut creuser un petit peu, effectivement, je parlais des salons automobiles, c'est Julien qui me posait la question. Effectivement, les salons sont de moins en moins présents en cas de force majeure, hein, forcément. Mais l'industrie, elle aussi se met à la page et continue de se développer et de trouver des nouvelles solutions pour, là aussi, accompagner le client et montrer aussi ce qu'on sait faire en termes de technologie de manière un peu différente. C'est vrai qu'on s'est bien reposé sur nos salons, nos bons vieux salons automobiles un peu à l'ancienne, et tout ça évolue de manière drastique. Et là, en un an, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. De nombreux webinars qui ont été mis en place, même par les constructeurs à en parler pour présenter les technologies et les voitures. Nous, au sein des filiales de distribution sur les marchés et même les constructeurs, les concessionnaires en eux-mêmes, innovent également pour mettre en place des événements clients par groupe, par thématique, pour des clients plus axés sur le B2B, pour des clients qui recherchent des voitures sportives, et pour montrer quelques technologies, quelques innovations qui sont vraiment particulières en fonction des groupes cibles. Voilà, tout ça évolue de manière content, on va dire, et effectivement, les salons sont de plus en plus remplacés par à la fois toute la concentration digitale qu'on peut avoir pour proposer des informations et de l'information un peu plus concrète sur ces développements. Et puis de manière un peu physique, ça se fait effectivement sur des choses un peu plus, sur des groupes un peu plus niches, on va dire, voilà, tout simplement. Et pour le développement, comme le disait Jean-Bernard tout à l'heure, bien sûr, hein, on continue de mener les études en physique par le biais de nombreux labos, par le biais d'études internes, etc. Ça, on peut continuer de le faire comme on le faisait avant sans aucun problème. Il y a une question intéressante sur le chat qui vient d'arriver. Donc, quel lien faites-vous entre l'innovation et le souci de renforcer l'accessibilité aux véhicules, aux personnes en fragilité financière pour qui l'achat de véhicules est un frein à la reprise d'emploi, problème RSE? Est-ce que c'est quelque chose, une dimension que vous intégrez aujourd'hui ou pas du tout? Alors, si je peux me permettre, Oui. pour le coup, il y a pour les gens qui sont en difficulté financière pour l'accessibilité à la mobilité,
Alors, je ne citerai pas la marque, mais c'est une marque française qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a effectivement, en lien avec les départements, notamment tout ce qui est cohésion sociale départementale, il y a des aides qui peuvent être octroyées à des gens, alors notamment sur tout ce qui est filière médico-sociale. Exemple, je suis chômeur, je veux me reconvertir dans un métier, je choisis la filière médico-sociale. Eh bien, quand on rentre dans cette filière-là, il y a des associations qui nous prennent en charge, qui nous orientent sur ce que l'on appelle les campus des nouveaux métiers. Et au sein de ces formations, il y a une composante d'aide financière pour l'accessibilité à la mobilité. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'aide à domicile, eh bien, il n'y a pas une gare à chaque porte d'immeuble. Donc, il faut que les gens soient entièrement autonomes. Et voilà comment des aides départementales permettent à des gens d'accéder à un véhicule. Et donc, vous imaginez que l'accès à l'autonomie et à l'indépendance en termes de transport, eh bien, permet d'émanciper ou d'épanouir la personne. Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait la réponse que vous attendiez, mais c'est une partie de la réponse. Oui, et ce n'est pas nous, acteurs, simples acteurs, qui prenons ça en charge, mais ce sont bien des marques complètes avec une flotte, bien sûr, elles ont des flottes à disposition, et il y a une commande politique territoriale qui permet de répondre à ce genre de problématique. Même si la réponse est ciblée, vous m'en excuserez, mais... Non, mais très bien, très bien. D'autres questions, soit par le chat, soit de façon directe parmi les auditeurs? Oui, bonsoir Didier Point. C'est moi qui ai posé la question par rapport effectivement à l'accès aux personnes qui sont en situation de fragilité financière. Merci pour la réponse. Moi, en fait, ma question était quelque part un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en France, un des freins principaux pour le retour à l'emploi, notamment des personnes qui sont situées dans nos campagnes, c'est effectivement soit d'accéder à un véhicule qui est plus ou moins cher, soit de pouvoir faire réparer son véhicule. Et je sais qu'effectivement, le groupe Renault, pour le citer, collabore avec l'État pour permettre un accès à la fois à des véhicules d'occasion pas trop chers ou à des réparations qui sont d'un coût, on va dire, moindre pour les personnes qui touchent les minima sociaux. Mais finalement, là où je m'interroge, c'est aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'innovation, dans la technologie, dans des véhicules qui sont effectivement propres, mais où la technologie, l'électronique, etc., prend de plus en plus d'importance. Donc, j'ai l'impression que les véhicules sont finalement de plus en plus chers, si ce n'est à l'achat, au moins en entretien. Et donc, de manière un peu plus large, est-ce que vous pensez que finalement, l'automobile, le véhicule en tant que tel, va avoir une importance, va être de moins en moins cher dans le budget moyen des Français? Alors, si je peux me permettre de commencer une réponse, donc là, je ne vais pas prêcher pour Par West, mais je vais également parler de Renault, donc de manière un peu plus au sens large. Le groupe Renault vient par exemple de commercialiser un petit véhicule électrique qui s'appelle Dacia Spring, donc sous la marque Dacia, qui est vraiment un véhicule d'entrée de gamme 100% électrique et qui permet de bénéficier de nombreuses aides. Alors, bien sûr, il y a les aides nationales, mais il y a aussi des aides par région. Donc, en fonction de la région dans laquelle vous habitez, vous allez pouvoir, avec la reprise d'un véhicule critère 4 ou critère 5, plus en fonction de votre fiche d'imposition, etc., pouvoir bénéficier d'un grand nombre d'aides et de payer ce véhicule, je ne dirais pas une bouchée de pain, mais vraiment pas cher du tout, puisqu'il est déjà très bien placé. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la technologie, elle a besoin d'être proposée de manière un petit peu plus, sur des modèles un peu plus haut de gamme. Alors, ça ne veut pas forcément dire des modèles excessivement chers, mais c'est toujours délicat de proposer une technologie sur des modèles d'accès au tout début, puisque la technologie vaut très cher et le constructeur, il ne peut pas se permettre de faire une vente à perte, en fait, à proprement parler. Aujourd'hui, on arrive avec l'électrification. Ça fait à peu près, on va dire, 10-15 ans que les constructeurs principaux qui ont vraiment mis l'accent sur l'électrification des gammes, je pense au groupe Renault, je pense à BMW par exemple aussi, ou au groupe Volkswagen, on est enclin de proposer des produits accessibles ou en tout cas à des tarifs qui sont acceptables en tout cas par le marché.
prends l'exemple de BMW, on vient de lancer un modèle alors, qui est beaucoup plus cher, hein, parce que c'est la gamme X3. Mais ce produit-là, aujourd'hui, en termes de prix, on le propose au même prix à puissance et équipement équivalent qu'un diesel ou que sa version plug-in hybride. Donc le client, pour le coup, a vraiment le choix entre le diesel, le plug-in hybride et le 100% électrique à même niveau de puissance et même niveau d'équipement. Ça aurait été impossible il y a encore 5 ou 6 ans. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions? Alors, moi j'en ai une question qui concerne le véhicule autonome. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout de suite, on n'est pas au niveau 5 qu'évoquait Pierre-Alexandre tout à l'heure, on est encore très loin de ça, mais la technologie a cette capacité et ce pouvoir d'aller assez vite. Et ma question était liée à la compétence. Comment, aujourd'hui, on apprend à conduire. Demain, si le véhicule est autonome, comment se fera l'éducation à la conduite, non seulement derrière un volant, si tant est qu'il y a encore un volant, mais surtout, c'est ça qui m'intéresse, vis-à-vis des autres intervenants sur la route. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous trois veut répondre à cette question. Jean-Paul ou Pierre-Alexandre? Jean-Bernard s'excuse, il a dû nous quitter. Hein. Oui, tout à fait. Jean-Bernard, d'accord. Oui. Alors, bien sûr, tout comme dans les années 80, quand j'étais petit, on me racontait que les voitures allaient voler en an 2000. Elles ne volent toujours pas, elles ont 4 roues, elles sont toujours sur Terre. On améliore la roue pour pouvoir consommer moins, tout ça. La voiture sans volant, bien que Volkswagen l'ait annoncé, vous vous rappelez, à grand renfort de publicité, ça s'est très vite estompé d'ailleurs, parce que la notion de conduite est avant tout, et tu le disais Pierre-Alexandre, une notion de plaisir. Et que retirer le volant dans le véhicule, à un moment donné, on n'a plus trop le plaisir. Bon, ça c'est une chose. Vous savez, c'est le volant électrique. Vous savez, passer de gauche à droite. Vous vous rappelez du film de Louis de Funès, hein, dans la Méhari. Ça existe depuis fort longtemps, ces technologies-là, et pourtant elles n'ont jamais été mises en application. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours une transmission entre le volant et les roues, parce que c'est un organe de sécurité, alors qu'on a des technologies qui permettraient de le faire. Donc voilà, quand on retire un peu la part rêve des choses, on en revient à quelque chose d'un peu plus pragmatique. Oui, il y a, vous savez, l'autopilote, hein, je crois, chez Tesla, hein, qui fait grand bruit. Voilà. Et moi, j'ai plein de gens qui l'ont testé. Eh bien, je peux vous dire que quand ils sortent de la voiture, ils vont pas bien. Ils vont pas bien parce qu'il y a un apprentissage à faire, parce on fait partie tous d'une génération qui avons conduit avec un professeur d'auto-école à côté qui nous criait dessus quand on faisait pas des bêtises ou quoi que ce soit. Eh bien, il va falloir réapprendre à une nouvelle génération qui va arriver à rouler, pas à conduire, mais plutôt rouler sans volant. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas encore demain. Mais vraiment, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de l'aspect technologique que l'on maîtrise, il y a d'autres aspects qui sont d'ordre juridique. Le législateur n'a pas encore tranché sur tout. Et il y a aussi, je ne suis pas celui qui tenait le véhicule quand il a écrasé un chien ou une personne. Par contre, je suis pénalement responsable parce que c'était mon véhicule. Voilà. Donc, c'est plus facile d'accuser une personne à qui on peut trouver des excuses, un malaise, une inattention, quoi que ce soit, que de dire que le véhicule est fautif. Voilà, effectivement. Et on le disait tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu un grand nombre d'annonces qui ont été faites il y a 5 ou 6 ans sur l'arrivée du véhicule autonome. 2021 sera l'année du véhicule autonome, au moins du niveau 4. Bon, on voit que même technologiquement, on arrive à un niveau 3 de manière très facile, ce qui n'est pas encore autorisé par la loi. Hein. Donc, pour rappel, messieurs, dames, le niveau 3, c'est la conduite sans les yeux. Aujourd'hui, ce qui est autorisé, c'est le niveau 2, donc la conduite sans les mains. Voilà, c'est ce qui est autorisé. Donc, aujourd'hui, on est à un niveau 2+, on va dire. Puisque, par exemple, sur une BMW série 5, on peut prendre une série 3, on peut prendre un pilote semi-automatique sans les mains et quasiment sans les yeux, puisqu'on autorise un guidage jusqu'à 7 secondes sans les yeux et sans les mains, on va dire. Mais voilà, on n'est pas autorisé à faire plus encore légalement en Europe. Et on sait qu'en Europe et en Asie sont les 2 continents les plus avancés sur ces normes-là. Donc voilà, on est encore relativement loin. Il y a eu un emballement. Je pense qu'il y a eu aussi un emballement des marchés financiers sur ces grandes annonces qui ont été faites par certains constructeurs.
et on revient un petit peu à des choses plus sereines. On le disait tout à l'heure, des technologies qui sont implémentées dans la voiture qui permettent aussi d'améliorer un petit peu la relation que la voiture a avec l'humain en lui-même pour permettre d'implémenter ces différents niveaux de conduite semi-autonome ou 100% autonome ultérieurement. Alors, il y a aussi des constructeurs qui ont un peu levé le pied sur le développement. On a même des sociétés de VTC, je pense à Uber par exemple, qui s'était mis à fond dans la conduite autonome et qui a complètement coupé les vivres de sa R&D sur l'implémentation des produits 100% autonomes. Oui, absolument, absolument. Voilà, donc il y a des grands changements encore et je pense qu'il y aura encore des bouleversements qui vont avoir lieu. On va y arriver progressivement et je pense qu'effectivement, à court ou moyen terme, c'est compliqué de dire quand elle va vraiment avoir lieu, cette arrivée du niveau 4 ou 5, mais elle sera principalement implémentée pour du transport en commun inter-entreprise. Alors, je ne connais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que par exemple, la Montine-Bretonneux, dans une zone d'activité où BMW France est implémentée, il y a déjà une navette autonome qui est en place et qui permet de desservir sur un périmètre d'un parc d'activité les différentes entreprises, donc d'emmener les gens d'un point A à un point B. Et effectivement, la navette fonctionne toute seule sans conducteur. Tout à fait. Ouais. Alors, juste pour intervenir, les Mureaux, la ville des Mureaux, dans l'ouest parisien, a une navette qui a été fabriquée en partie par Ariane Group. Et elle sera automatisée sur certains points pour relier de la gare, par exemple, au campus de l'innovation interdépartementale. Il y a ce genre de projet qui est en cours, mais qui est déjà bien avancé, par contre. Très bien. Je voudrais laisser la parole à Julien qui voulait intervenir. Julien, c'est à vous. Oui, vous m'entendez, c'est tout bon? Oui, très bien. Parfait. Merci, enchanté à tous déjà. Julien Cornet de la filière mobilité de l'ESC Clermont, qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Je reprends donc votre question, Monsieur Conçu, également aussi avec Monsieur Carta. Vous aviez dit tout à l'heure que la voiture ne vole pas encore, alors que c'était prévu pour l'an 2000. Je me permettrai simplement de commenter qu'entre les années 80 et les années 2000, et entre les années 2000 et 2020, finalement, la technologie elle a évolué, mais de façon exponentielle. Et que peut-être qu'aujourd'hui, la voiture, on ne l'imagine pas volante dans 20 ans, mais peut-être dans 5 ans. Vous aviez évoqué quand vous étiez plus jeune aussi. Perso, quand j'avais 15 ans, on parlait des permis à boîte, pour les véhicules, à boîte automatique. Alors forcément, au départ, c'était aberrant. Qui peut conduire une voiture seulement automatique et est-ce qu'on peut considérer qu'on conduit une voiture si on ne sait pas passer les vitesses? Peut-être que demain, ce sera aussi une nouvelle forme de permis, de pouvoir dire on peut se déplacer en voiture, alors que c'est la voiture qui nous conduira. Mais on saura uniquement comment réagir en cas d'accident, être capable de remplir un constat. Je pense que le permis en soi est aussi un élément qui va évoluer avec la mobilité. Et voilà, c'était simplement pour pouvoir commenter là-dessus. Il n'y a pas que le véhicule qui va forcément évoluer, mais peut-être les façons de l'utiliser et donc la législation, comme vous l'avez dit aussi, qui aujourd'hui est un frein. Je ne pense pas qu'elle concerne uniquement la responsabilité ou des entreprises et de l'utilisateur, mais voilà, il y a toute une phase de pédagogie, de comprendre quel sera le véhicule du futur et surtout comment s'en servir. Tout à fait, d'autant plus que le véhicule, et merci Julien pour votre intervention, on l'a évoqué tout au long des présentations et tout au long de cette conférence ce soir, le véhicule est au centre d'une mobilité nouvelle qui est à inventer, qui est à créer. Il est clair qu'on ne pourra pas rester dans cette logique du véhicule tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le véhicule a évolué depuis 100 ans et a bien évolué, c'est clair. Il va encore évoluer dans toutes ses formes, à la fois dans son contenu et son contenant, et surtout la façon d'usage. C'est l'usage qui va changer la façon de, entre guillemets, consommer le véhicule et surtout de se déplacer. Et je suis convaincu que l'automobile reste un des facteurs essentiels pour la mobilité, aussi bien en ville qu'à la campagne. Et pour cela, il devra évoluer et s'adapter à toutes les contraintes que l'on a évoquées à travers la santé, le soin, la sécurité, le confort, tout en restant, si possible, un lieu de plaisir et de passion. Parce que si effectivement il n'y a plus de volant, on ne change plus de vitesse, il ne se passe plus rien, on va sacrément s'ennuyer dans une voiture. Donc on s'ennuie suffisamment ailleurs, ce serait dommage aussi de s'ennuyer dans sa voiture. Enfin, moi, je prends plaisir à être derrière mon volant,
Bon, chacun sa passion et chacun ses plaisirs, mais je suis heureux d'être derrière un volant et de faire des kilomètres. Et j'y trouve satisfaction. Donc, il faut garder cet esprit-là, sinon, voilà, on va interdire à tout le monde de rêver. Je citerai personne, mais tout le monde comprendra mon allusion. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On attend, on est à 19h59, il nous reste 1 minute. Je vais laisser 7 minutes à Jean-Pascal et Arnaud pour la conclusion. Et moi, je tiens à vous remercier tous pour vos interventions et la richesse. Enfin, on pourrait y passer une journée et plus. Il y a tellement de sujets. Il y avait encore une question sur l'avenir de nos véhicules et la casse par rapport à notre planète. Je ne sais pas si vous voulez prendre cette dernière question, Jean-Pascal et Marc. Peut-être juste un petit élément pour ça. Il y a la Refactory, peut-être en avez-vous entendu parler à Flins, qui va être un vrai campus des métiers de demain pour l'automobile, où il y a une vraie réflexion. Rien n'est arrêté et c'est tout l'intérêt, je dirais, du sujet, où du véhicule dit d'occasion, eh bien, on va lui réinventer une nouvelle vie. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est dans les tuyaux. Alors, il y a un aspect politique, hein, bien sûr, soyons clairs, mais je crois que c'est un impératif. Il va falloir bien faire quelque chose de nos véhicules vieillissants et peut-être que leur donner une deuxième vie pourrait être aussi une réponse. Et je crois il y a un monsieur qui est intervenu concernant le coût des véhicules. Il se pourrait que dans ces actions-là, on trouve une partie de la réponse à rendre beaucoup plus accessible des véhicules sur une deuxième vie, voilà, à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer une très belle voiture. Alors, juste pour conclure, il y a cette dimension effectivement du refurbishing et du remise à niveau d'un certain nombre de véhicules, et Renault va y consacrer toute l'usine de Flins, va être dédiée à ça. Et puis, il y a certains véhicules, et Pierre-Alexandre, sans aucune flagornerie, mais la première BMW électrique, c'était la i3. La i3, une bonne partie des éléments qui composent ce véhicule sont des éléments qui sont, pour l'essentiel, totalement recyclables. Les panneaux de porte sont faits en fibre de lin, si je me souviens bien. Je connais ce véhicule puisqu'on en avait loué 3 à BMW chez Bearing Point et ça nous servait de véhicule de service. Chacun pouvait les prendre en autopartage. Donc, je l'ai conduite plusieurs reprises et effectivement, tout l'intérieur du véhicule est recyclable. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est des choses qui existent déjà et qui demandent à être généralisées. Bon, il est fort probable qu'on trouvera de moins en moins de cuir dans nos voitures. Il y aura, oui, effectivement, ou alors des cuirs qui seront tannés à l'huile. Par exemple, dans l'I3, on tanne le cuir à l'huile d'olive, voilà, pour éviter d'utiliser trop d'eau ou trop de produits chimiques. On est aussi capable de fabriquer des cuirs de substitution avec des matériaux naturels de manière un peu différente. Effectivement, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de mise en place. On remplace effectivement des éléments en plastique par du PNAF, comme c'était le cas sur la i3, qui est une sorte de matériel végétal solidifié qui permet de remplacer le plastique également et qui est très facilement recyclable. Bon, il y a vraiment plein de choses à faire, effectivement. Ouais. Jean-Pascal, je vous laisse les derniers mots de conclusion. Oui, écoutez, je voudrais vraiment vous remercier très, très sincèrement tous, là, Pierre-Alexandre, Jean-Paul et puis Jean-Bernard, qui est déjà parti, puis aussi vous, Marc, pour cette animation. En fait, vous nous avez fait aimer encore plus l'automobile pour ceux qui l'aiment. Je voudrais dire qu'au Club Excellence, nous sommes un relais si certains d'entre vous souhaitaient obtenir des informations complémentaires ou souhaitaient prendre contact avec un des animateurs de cette table ronde, n'hésitez pas d'appeler Anne Meunier.